Bonjour à tous, donc on va attaquer le cours sur les cheveux, le plus important. Bien, alors vous connaissez sûrement la structure du cheveu, moelle, cortex, cuticule, il faut absolument connaître ça, c'est la base. Moelle, donc c'est une gaine qui apparaît à la puberté et où il n'y a pas grand-chose. En gros, on peut dire que c'est la poubelle du cheveu. Vous avez de l'eau, de la graisse, des cellules mortes. Tout ce qui peut traîner dans le cheveu se retrouve au milieu. Et chez l'homme, elle ne sert à rien. Le cortex, donc, c'est des grandes cellules qui sont allongées en forme de fibres et ces grandes cellules sont remplies de kératine et elles contiennent aussi de la mélanine qui donne la couleur aux cheveux. Et ensuite, la cuticule qui sont des écailles les unes sur les autres. On le voit sur cette image. Et ces écailles donc sont faites en kératine aussi, pas tout à fait la même kératine, la kératine amorphe, et donc elles ne forment pas des fibres, mais sont vraiment mis en vrac, les kératines, et donc du coup elles sont plus solides que la kératine fibreuse, et elles permettent de protéger le cheveu. Alors la cuticule ne contient pas de mélanine, car elle n'a pas de couleur. Bien, alors, il faut connaître aussi tous les noms qu'on donne à tout cela. Euh, Par exemple, la moelle, on peut l'appeler aussi médula ou canal médulaire. Le cortex, c'est le cortex pilaire parfois, ou l'écorce. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça l'écorce, alors que c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Et puis la cuticule, on peut l'appeler aussi l'épidermicule. Bon. Euh, Ensuite, dans le cheveu ou dans les poils, il y a aussi euh, une glande sébacée. La glande sébacée, donc c'est elle qui va fabriquer le sébum. Le sébum, il n'est pas là pour rien. Il donne cet aspect un petit peu brillant aux cheveux, qui est recherché parfois. Euh, S'il est en excès, évidemment, il va donner un aspect gras très luisant aux cheveux qui, pour le coup, n'est pas recherché. Alors, le sébum, donc, c'est une petite glande qui est à côté du cheveu et comme la peau, donc vous aurez une couche basale qui va créer des adipocytes, là pour le coup. Adipo, c'est la graisse, cyte, c'est que c'est une cellule, et donc c'est une cellule qui fabrique de la graisse. Ces adipocytes vont grossir et fabriquer de la graisse. Une fois qu'ils sont bien gros, comme sur la photo euh, au niveau 5, eh ben, ils vont éclater et donc la graisse va s'écouler le long du canal et va sortir le long du cheveu et puis sur la peau. Alors, ce sébum, il est très important, autant pour la peau que pour le cheveu. Pour la peau, donc, il va permettre une souplesse de la peau, il va permettre une espèce d'hydratation avec la sueur de la peau. Et sur le cheveu, donc il va monter le long du cheveu, il va pouvoir être aidé, par exemple, avec un brossage de cheveux, ça va l'aider à descendre tout au bout des pointes et il va permettre une protection de cheveux en entourant la cuticule et en la protégeant contre les agents chimiques et même un petit peu physiques. Évidemment, c'est aussi là-dessus que ça peut provoquer de l'acné. Si le canal de sortie du sébum est bouché, eh ben, tout simplement, le sébum continue à se produire, à se stocker n'importe comment, et donc du coup, les bactéries s'y mettent et ça fait du pus. Enfin, je pense que tout le monde connaît ce que c'est qu'un bouton d'acné. Ce sébum, donc il se produit naturellement, c'est normal, il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Euh, on appelle ça des gens avec des cheveux gras. C'est stimulé par les hormones androgènes, c'est-à-dire les hormones des garçons.
Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'à la puberté, où les garçons ont beaucoup d'hormones, eh ben, ils ont tendance à avoir des cheveux gras aussi. Et puis, en cas de cheveux gras, il faut pas se laver les cheveux très très souvent, car en fait, le fait qu'ils soient propres ou enlevés de leur sébum, en fait, stimule le sébum à revenir. Vu que normalement c'est une protection, eh bien, ça stimule la production du sébum. Donc, du coup, il faut prendre plutôt des shampoings antiséboriques et espacer au plus les shampoings. Ok, on va passer sur la kératine dans le cheveu. Alors, la kératine, donc, c'est le constituant principal du cheveu et de la peau d'ailleurs, mais du cheveu. La kératine, c'est une chaîne d'acides aminés. Ça, on en a déjà parlé, on en reparlera. Donc, c'est une chaîne d'acides aminés qui est en rond, enroulée comme un ressort. Cette kératine, elle va se mettre avec quatre autres molécules de kératine, quatre autres chaînes de kératine, pour former ce qu'on appelle une protofibrille. Cette protofibrille, elle va se mettre avec 11 autres protofibrilles enroulées les unes autour des autres euh, pour former une microfibrille. Et ces microfibrilles, elles vont se lier avec d'autres microfibrilles, des centaines et des centaines, pour former une macrofibrille. Et ces macrofibrilles, il faut en compter une centaine, voire plus, par cellule du cheveu. Donc du coup, ces cellules du cheveu allongées les unes à côté des autres sont emplies de kératine. Il faut vraiment voir ça comme un peu une corde de batelier. Vous prenez un tout petit brin de ficelle, et ben ce petit brin va casser, mais si vous en mettez des milliers les uns entorsadés autour des autres, et ben cette corde sera très 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 solide. Donc, comment est fait la kératine? La kératine, donc, c'est une chaîne d'acides aminés. Normalement, vous savez ce que c'est qu'un acide aminé. Je vous rappelle donc du coup que sur cet acide aminé, il y a une partie qui est variable, le petit R en bleu qui est sur chacun. Et le cheveu a la particularité que sur ce R, il y a beaucoup de cystéine. Donc un CH2 suivi d'un SH. Donc un SH, c'est du soufre. Et cela permet les liaisons disulfure. Par rapport à d'autres protéines où il n'y en a pas forcément énormément, mais le cheveu en contient beaucoup. Ça permet donc une meilleure liaison entre les chaînes de kératine, mais c'est aussi de ce fait que quand on brûle un cheveu, ça sent une odeur très particulière. C'est le soufre qui brûle parce qu'il y en a beaucoup plus que dans une autre partie du corps. Cette chaîne d'acides aminés, elle va avoir des liaisons qui vont permettre de la maintenir et si vous la laissez naturellement se former, cette chaîne d'acides aminés, elle va se mettre sous forme de ressort. Vous voyez que les acides aminés ont des liaisons entre eux, ce qui permet de maintenir le ressort ouvert et qu'il ne s'écrase pas, que les spires ne s'écrasent pas les unes sur les autres. Mais il est possible euh, en tirant sur le cheveu ou en tirant sur une partie du cheveu, de transformer donc une partie des kératines sous forme alpha, en hélice alpha, ressort on appelle ça les hélices alpha, de les mettre sous forme de feuillet plissé bêta. Ce feuillet plissé bêta, en fait, c'est juste, vous prenez les spires, le ressort, et vous tirez dessus très 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 fort, et au lieu de faire un ressort, bah, ça vous fait plus qu'une vague. Ces vagues, elles vont se lier entre elles les unes aux autres. Et si vous séchez le cheveu quand il est sous forme tirée, eh bien, ils vont se lier avec des liaisons hydrogènes. C'est des liaisons qui cassent avec l'eau. C'est ce qu'on fait pendant un brushing. Et donc, du coup, cette partie du cheveu va avoir une nouvelle conformation
Et donc du coup, on peut obtenir d'autres conformations de cheveux ainsi. On appelle ça le brushing généralement, la mise en pli, peu importe. Cette technique est très très utilisée quand on s'occupe du cheveu. On verra que c'est la caractéristique de plasticité du cheveu parce que elle peut revenir à sa forme initiale assez rapidement. C'est-à-dire que les liaisons hydrogènes qui sont formées avec la chaleur, enfin, le séchage du cheveu, peuvent être cassées avec de l'eau, juste de l'eau. Donc si vous faites le meilleur des brushings et que vous le rincez, eh ben, le cheveu va retrouver sa forme de base qu'il avait, sa forme naturelle. Quelques petites choses à savoir donc sur la structure du cheveu. On n'oublie pas donc évidemment les structures qu'il faut connaître, mais aussi on a d'autres structures qui viennent compléter cela. La première donc c'est la peau, l'épiderme, qui va faire le tour de notre cheveu. Donc la couche basale de l'épiderme va descendre jusque dans le bulbe, jusque dans la papille dermique. Il va faire vraiment tout le tour de notre cheveu. D'accord? Cet épiderme, quand il est sous la peau, donc quand il forme la gaine autour du cheveu, on appelle cela la gaine épithéliale externe. Ensuite, par rapport aux cheveux, en plus de la moelle, du cortex et de la cuticule, au départ, il y a deux autres gaines qui voient le jour. Ces deux gaines, donc elles sont fabriquées à partir de la papille dermique et du coup, les cellules se diversifient selon là où elles sont placées. Et ces deux gaines qu'on appelle les gaines de Huxley et les gaines de Henle, eh bien, elles disparaissent assez vite. Donc en fait, elles sont là uniquement entre le début du cheveu, la naissance des cellules, et la glande sébacée. Et donc du coup, euh, les cellules sont fabriquées en bas, elles montent comme tout le reste, mais à partir de la glande sébacée, elles sont détruites. En fait, cela permet un meilleur maintien du cheveu dans la gaine pilaire, histoire qu'il ne puisse pas bouger, etc. Et cela permet aussi à la glande sébacée de pouvoir envoyer son sébum uniquement vers le haut. Sinon, il coulerait en bas, ça poserait des problèmes. Ces deux gaines, il faut aussi les connaître et bizarrement, on appelle ça la cuticule, la gaine de Exley et la gaine de Henle, on les appelle les gaines épithéliales internes. Bien, alors on a parlé de la fabrication du cheveu, tout cela est fait par la papille dermique. La papille dermique, donc c'est un petit ovale situé à la base du cheveu, dans le bulbe pilaire. Et cette papille dermique, elle a une couche basale. Je vous rappelle qu'une couche basale, c'est des cellules qui fabriquent d'autres cellules en permanence. Dans cette couche basale, vous avez du coup des kératinocytes qui vont fabriquer de la kératine, mais vous avez aussi des mélanocytes. Ces mélanocytes donc vont fabriquer de la mélanine qui donnera la couleur aux cheveux, on y reviendra. Ces kératinocytes donc vont monter les uns après les autres, poussés donc du coup par la production de la papille dermique. Et ces kératinocytes vont se différencier. Il y en a qui deviendront la moelle, d'autres qui deviendront le cortex, d'autres la cuticule, les gaines de Huxley et de Henle. Et puis voilà. Donc ça formera votre cheveu. Cette papille dermique, il ne faut pas oublier qu'elle fonctionne grâce au sang. Votre sang arrive dans chacune des papilles dermiques et votre sang donne l'entièreté de ce qu'il faut pour fabriquer des nouvelles cellules. C'est-à-dire qu'il donne du sucre, de l'oxygène et des acides aminés
pour fabriquer les protéines et puis surtout la kératine dont vont avoir besoin les kératinocytes. Euh, donc ce sang, il arrive par des vaisseaux très très fins. Donc c'est pour ça qu'il est facile de boucher un de ces vaisseaux et du coup la papille dermique ne peut plus travailler, n'a plus d'énergie pour pouvoir travailler et le cheveu s'arrête de pousser. C'est possible qu'il s'arrête de pousser ainsi. C'est très rare, mais ça peut. Bien, ce que apporte cette papille dermique aux cheveux, c'est non seulement des nutriments, mais aussi des hormones. Vous savez peut-être que vous avez des hormones dans tout le corps qui envoient des messages partout. Eh bien, les cheveux sont sensibles à ces hormones et surtout les hormones masculines. Les hormones masculines, elles arrêtent la pousse du cheveu et du coup, elles arrêtent les cycles de pousse du cheveu. Si ces cycles de pousse du cheveu sont terminés, je vous rappelle qu'il y a 24 cycles de pousse de cheveux, eh bien, une fois que les 24 sont finis, le cheveu ne pousse plus. Et donc, du coup, ça peut faire ce qu'on appelle de la calvitie. Vu que c'est les hormones masculines qui provoquent la calvitie, eh bien, évidemment, ça arrive bien plus souvent chez les hommes. Une écrasante majorité euh, arrive chez les hommes, bien que certaines femmes peuvent avoir de la calvitie, en période de ménopause ou après, et plutôt sur leurs vieux jours. Alors, la calvitie, donc bizarrement, toutes les papilles dermiques ne réagissent pas pareil aux hormones, et il y a certaines zones qui prennent plus d'hormones que d'autres. Les zones hein, sont bien connues, c'est au-dessus du crâne qui prennent plus les hormones que d'autres. Et puis la couronne, comme on appelle ça, donc la partie qui est juste au-dessus des oreilles et qui finit dans la nuque, n'en prend beaucoup moins. Euh, c'est évident que ces cheveux sont répartis en zones. C'est exactement comme pour la barbe. Chez les hommes, euh, normalement, la plupart de leurs poils ne devraient pas pousser plus que ça, mais certaines parties de leur visage eh bien, prennent plus certaines hormones qui font que les poils poussent plus longs et donc du coup la barbe se forme ainsi. Eh ben, c'est pareil pour les cheveux, ils prennent plus ou moins d'hormones et donc ils peuvent pousser plus long et plus ou moins rapidement et donc du coup former une calvitie. Pour enlever la calvitie, alors les remèdes miracles n'existent pas. Très clairement, hein, il faudrait commencer dès le début de la vie pour réduire les cycles des cheveux. Une fois que les premières taches de calvitie apparaissent, c'est trop tard. Tous les produits miracles n'y feront pas grand-chose. Par contre, il existe la transplantation capillaire. Donc, vous avez deux technologies, la FUT et la FUE. La FUT est la plus vieille, donc on prend des petites bandes de peau et du coup de cheveux dans la nuque, là où les cheveux sont encore bien vivants. Et on va reposer ces bandes sur les parties où il manque des cheveux. La FUE est une nouvelle technologie où au lieu de prendre des petites bandes de cheveux et surtout que cela se voit après parce que vous aurez des bandes de cheveux au-dessus du crâne, eh bien on va prendre les cheveux un à un. On va aller venir déplanter un cheveu, on va prendre toute la gaine filière la gaine pilaire jusqu'au bulbe pileux avec la papille, on va l'arracher et on va le replanter au-dessus du crâne, histoire que, voilà. D'habitude, la plupart du temps, ces cheveux reprennent, pas tous évidemment, c'est bien ça le problème, et donc du coup,
ses cheveux recommencent à pousser euh, sur le haut du crâne. Il faut savoir que, évidemment, vu que ces cheveux sont situés de nouveau sur le haut du crâne, alors ça on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont tendance à refaire de la calvitie. C'est-à-dire que au bout d'un moment, si vous avez eu de la calvitie en 20 ans, et ben 20 ans après cette opération, il faudra recommencer s'il reste assez de cheveux derrière pour pas trop que ça se voit non plus. Enfin bon, c'est compliqué. Sachez que la FUT coûte pas très cher de nos jours et il y a certains pays qui en ont fait carrément un business. C'est-à-dire qu'il y a des voyages tout frais compris, par exemple en Turquie ou au Maroc, où on vous fait cela. Et la FUE coûte évidemment beaucoup plus cher parce qu'elle est beaucoup moins visible à la fin. Mais donc ça redonne un rendu qui est quand même bien mieux. Ensuite, on va parler de la mélanine. Alors, la mélanine, donc, c'est une structure, c'est des petits grains de mélanine qui vont nous aider à protéger les cellules des cheveux. Alors, dans les cheveux, vous avez donc des cellules qui ont des noyaux. Euh, le soleil va venir attaquer ces noyaux et donc du coup pour protéger cela, eh bien on forme de la mélanine. La mélanine donc sont des petits grains qui vont venir se mettre au-dessus du noyau et du coup quand les rayons du soleil arrivent vers le noyau, eh bien ils sont absorbés par la mélanine et ils ne vont pas taper dans l'ADN du noyau et donc le détruire. Donc, vous avez deux types de mélanine. Vous avez la phéomélanine, qui est celle des roux, et le mélanine, qui est celle de la plupart des humains. C'est des acides aminés répétés 3 fois. Alors là, ils ne sont pas mis comme on a... Enfin, ils ne sont pas liés les uns aux autres. C'est vraiment une autre type de création. Et puis, quand on additionne de la cystéine, donc contenant du soufre, euh, à cela, on a du coup de la phéomélanine. Donc, vous devez connaître la synthèse de ces deux choses, ou au moins le début et la fin. Donc, on commence toujours par la tyrosine, nouveau acide aminé que vous devez connaître. Donc la tyrosine, c'est reconnaissable parce qu'il y a un cycle phénol à la fin, donc un benzène plus un OH. Vous prenez de la tyrosine et vous la passez sur une enzyme qu'on appelle la tyrosinase. La tyrosinase va aider à faire une réaction. Il faut aussi de l'oxygène pour cette réaction. Donc, la tyrosinase va transformer la tyrosine en DOPA. Donc, si vous regardez ce que ça a fait, on a rajouté un OH dans notre molécule. Cette tyrosinase, toujours, elle va aider pour faire de la dopaquinone. Donc là, on a retiré les H et par là même, on a fait des doubles liaisons sur notre benzène. Ensuite, il peut se passer plusieurs choses. Soit vous fabriquez de la mélanine, soit vous fabriquez de la phéomélanine. Pour la mélanine, donc on va avoir une cyclisation. On va avoir le N qui va venir s'accrocher sur notre cycle benzène et donc du coup on aura deux cycles l'un à côté de l'autre. Par contre, quand on a de la phéomélanine, on rajoute une cystéine qui vient s'accrocher au cycle et donc du coup on a une molécule euh, qui peut être d'un côté ou de l'autre, hein. On voit la cystéine qui peut être au-dessus ou en dessous et ça nous donne deux types de molécules. Ensuite, pour la mélanine, on a plusieurs choses qui peuvent se passer, mais on arrive sur de la DHI ou de la DHICA. Alors, c'est ces deux molécules et elles vont être liées par 3, toujours avec la tyrosinase, entre autres.
et pour former de l'eumélanine. Donc on voit ici de l'eumélanine. La phéomélanine, ça revient à peu près au même. Elles sont liées aussi par 3 pour former du coup de la phéomélanine. Bien, alors la création de tout ça. Donc dans un mélanocyte, donc vous avez la base de la cellule et vous avez des petits bras. La base de la cellule, c'est simple, elle va créer à l'aide des noyaux, tout ça, elle va créer des prémélanosomes. Ces prémélanosomes, ça contient tout ce qu'il faut pour créer de la mélanine. Petit à petit, ces prémélanosomes vont être envoyés le long des bras parce que c'est les bras qui distribuent à toutes les cellules qu'il y a aux alentours. Et ces prémélanosomes et les choses qu'il y a dedans vont réagir et du coup, la réaction va former petit à petit de la phéomélanine ou de l'eumélanine. Et on distingue 4 stades. Au stade 1, comme on le voit, on a un prémélanosome vide. On voit juste, enfin pas vide, mais c'est blanc à l'intérieur, il n'y a rien qui s'est passé. Au stade 2, on voit juste une tache grise, donc ça commence à se faire. Au stade 3, on voit une tache bien grise, mais pas encore tout à fait bien formée. Et au stade 4, on voit trois petites boules les unes à côté des autres. Et ça, c'est un grain de mélanine. Donc, ces trois petites boules de mélanine. euh, et donc, du coup, elles deviennent visibles. Alors, ça fait que vous avez pas mal de cheveux qui ont des couleurs différentes. Vous avez la couleur la plus portée qui est le noir. Donc, la noire est la couleur d'une grosse partie des Asiatiques, des Africains et des Américains du Sud. Donc, cette couleur noire, donc il y a beaucoup de mélanine, un point c'est tout. Ensuite, vous avez le brun. Ça peut arriver dans pas mal d'endroits, surtout en Europe du Sud. L'auburn, c'est donc de l'eumélanine plus de la phéomélanine, ce qui est normalement pas très compatible, mais sachez que par hasard, c'est arrivé dans une des vallées euh, de, comment dire, de l'Europe centrale. Et du coup, il y a quelques personnes qui naissent Auburn. Alors évidemment, la photo là, c'est pas une personne Auburn naturellement, mais c'est quelqu'un qui a pris du henné ou fait une couleur. Mais est-ce que tout simplement, ces gens qui sont nés naturellement Auburn, je pense qu'il y en a moins d'une centaine, j'ai pas trouvé de photo. Ensuite, on a le châtain. Le châtain, c'est vraiment la couleur de cheveux des Français. En gros, c'est des gens qui sont blonds à la naissance et qui foncent en grandissant et qui finissent plus ou moins bruns. Euh, Ensuite, les roux, les vrais roux, donc qui sont une anomalie génétique, on va dire, qui viennent de l'Irlande. Euh, donc il y a beaucoup de roux en Irlande et dans les pays alentours. Et puis plus on s'éloigne de ces régions, moins les roux sont prégnants. Donc du coup, les roux, c'est eux qui ont que de la phéomélanine. D'ailleurs, ça se voit aussi sur leur peau, hein, parce qu'ils ont aussi de la phéomélanine sur la peau. Ils ont des taches de rousseur. Et en plus, ces personnes ont, comment dire, ont la peau plutôt claire. Ensuite, les blonds, donc c'est des gens qui ont très peu de mélanine. Ça vient du fait que c'est des gens qui vivent sur des latitudes élevées, donc au nord ou au sud, alors surtout au nord de l'Europe généralement. Et ces gens donc avaient besoin de beaucoup de soleil, parce que en fait, tout simplement dans leur région, il ne faut pas s'en protéger du soleil, mais essayer de le capter,
parce que c'est quand même bon pour certaines choses. Et donc du coup, leur peau n'est pas très bien protégée contre le soleil, et du coup, ils ont peu de mélanine pour leur protection. Et puis, sachez qu'il y a des gens qui naissent avec pas de pigments du tout, donc leurs cheveux sont blancs. Euh, c'est par exemple le cas des albinos, mais par contre, c'est une maladie. On va finir sur le cycle de vie du cheveu. Alors, anagène, catagène, télogène, il faut le connaître. Anagène, le cheveu, il pousse gentiment. Vous avez donc de la papille dermique qui travaille, qui donne des kératinocytes, qui font monter le cheveu, etc., etc. Ça pousse gentiment à environ en moyenne pour les Français 1,2 cm par mois. Ensuite, vous avez la phase catagène. Donc cette phase anagène, elle peut durer entre 2 à 7 ans. Les, la durée moyenne pour les hommes, ça doit être 2 ans. Pour les femmes, ça doit être 6-7 ans euh, de phase catagène, de phase de pousse du cheveu. Une fois que cette phase est finie, on rentre dans la phase catagène. La phase catagène, le cheveu se repose. Il va se reposer pendant 15-20 jours. Si vous voulez vous en souvenir facilement, souvenez-vous, anagène 3 ans, catagène 3 semaines, et puis télogène 3 mois. Comme ça, 3, 3, 3, ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'il faut, enfin, de la durée. Ensuite, donc, la phase catagène, le cheveu se repose. La papille dermique monte dans le cheveu et du coup, elle arrête de produire des kératinocytes et elle se repose. Ensuite, après cette phase de repos, la phase télogène, donc la papille dermique est réactivée, elle se remet à travailler et elle va refaire un cheveu. Parce que tout simplement, elle ne va pas pouvoir reprendre le cheveu qui est au-dessus, parce que le cheveu aura été poussé hors de sa portée. Et donc du coup, elle va refaire des kératinocytes qui vont refaire un cheveu. Et donc du coup, ce cheveu qui va repousser, eh ben, tout simplement, il va pousser l'autre vers la sortie. Ces cheveux qui vont être poussés vers la sortie, tant qu'il y en a deux, donc un tout petit et puis l'autre qui reste grand, on est toujours dans la phase télogène. Dès que le grand cheveu s'en va, on re-rentre dans la phase anagène et ce cycle se déroule 24 fois. Alors certains scientifiques disent 25, mais dans l'idée c'est un nombre assez précis et bizarrement, 24 ou 25. Bon, là, on le voit mieux sur ce schéma, hein. On voit très bien que la phase anagène, tout va bien, tout se passe bien. Mais à la phase catagène, on voit que la papille dermique n'est plus en contact avec le cheveu et donc ne peut plus euh, enfin, construire le cheveu. Et puis, on voit aussi que après la phase catagène, il y a un réveil de la papille dermique par des signaux venant d'une partie du cheveu, une espèce de petit bulbe sur le côté, la partie jaune. Et donc du coup, il redescend et il va recommencer à créer un cheveu. Alors, quels sont les problèmes et surtout les facteurs euh, qui sont bons pour la pousse des cheveux? Évidemment, je vous ai dit tout à l'heure que les hormones masculines, eh bien, étaient pas bons pour la pousse du cheveu, mais par contre, les hormones féminines sont bonnes pour ça. Donc, la progestérone et les œstrogènes sont bonnes pour la pousse des cheveux. D'ailleurs, hein, si vous prenez la pilule ou si vous avez entendu parler de ça, parfois le fait de prendre la pilule et donc du coup de prendre des hormones en plus, eh bien fait une plus belle chevelure.
C'est pareil pour les femmes qui sont enceintes, pendant Hmm. Pendant que les femmes sont enceintes, elles vont avoir une plus belle peau, une plus belle chevelure, parce que tout simplement leur corps va produire énormément d'hormones féminines, et donc qui aident à la pousse des cheveux, à la beauté des cheveux, etc., etc. Ensuite, il faut que le sang qui arrive soit riche en nutriments et en tas de choses. Donc quelqu'un qui va être malade ou pas bien sur le très long terme, eh bien son sang va pas être, enfin surtout si elle a des problèmes alimentaires ou il a des problèmes alimentaires, etc., etc. Et donc du coup, son sang va pas être à fond en nutriments ou en sucre ou son corps se bat sur d'autres tableaux, donc du coup, enfin voilà, c'est pas au meilleur. Et les cheveux vont se faire ressentir là-dessus et vont pas être au plus beau de leur forme. Et puis pour masser, enfin, il est possible aussi de faire arriver le sang plus vite. Donc comme je vous l'avais déjà dit, ces petits vaisseaux sont très très fins. On les appelle même des capillaires. Ils font la taille d'un globule rouge. Donc du coup, ils sont très très fins et parfois il peut arriver que ceux-ci se bouchent. Alors si ils se bouchent, eh ben tout simplement les nutriments n'arrivent plus ou très difficilement à chaque cheveu et donc du coup on peut faire des massages pour provoquer la pousse du cheveu. Pareil, les massages euh, stimulent la pousse du cheveu et stimulent aussi les glandes sébacées. Donc les massages provoquent aussi des cheveux gras. Bien, je pense qu'on a fait pas mal de choses là-dessus. C'est vraiment ce qu'il faut savoir en général sur les cheveux. J'espère que cela vous aura plu. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Merci, au revoir.